La FF2P, c'est l'intérêt de voir des psychopraticiens qui ont plein de savoir-faire, d'origine, de réflexion. C'est aussi des moments privilégiés pour apprendre sur les acteurs qui nous intéressent et qu'on tente de comprendre. L'idée fondamentale que prône la FF2P, c'est que vraiment autour de cet atelier, il y ait une intersubjectivité entre tous les membres. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au congrès de la Fédération française de psychothérapie de psychanalyse et que nous organisons aussi à l'occasion des 30 ans de notre fédération. Mon plus beau souvenir, je crois, c'est les moments de co-création partagés, dans les moments de réflexion qu'on avait soit dans le bureau, soit dans le conseil d'administration, soit dans des moments où on sentait que nous tous, malgré nos difficultés, on réfléchissait, on travaillait, on n'avait pas la solution, mais ensemble on avait des idées. Je crois pour moi c'est les plus beaux moments où on a travaillé ensemble. Le jour où on a découvert que Bernard Accoyer, au milieu de la nuit, avait fait plus ou moins voter une proposition de loi pour réglementer le titre de psychothérapeute, eh bien ce jour-là on a commencé une lutte acharnée ça avait du sens de me dire, on pratique une profession, il n'y a pas de contrôle, n'importe qui peut la pratiquer, on va trouver, nous ensemble, des règles saines pour que ce soit calibré et que soient reconnues des personnes sérieusement formées. Donc la première règle, c'était une méthode reconnue, la deuxième, c'était, et ça a fait, on a eu des discussions nombreuses, avoir fait un travail suffisant sur soi-même. Je me souviens qu'on avait trouvé le mot de suffisant. Peut-être que ça vous paraît à tous évident que pour être thérapeute, il faut avoir fait une thérapie personnelle. Mais dans la profession, à l'époque, seuls les psychanalystes savaient que c'était indispensable. Le troisième point, c'était d'avoir fait suffisamment de supervision. Et enfin, respecter un code de déontologie. Ces 4 points, ça me semblait vraiment un équilibre pour faire reconnaître une profession. Et puis je voudrais vous remercier au nom de toute la Fédé de tout ce que vous avez fait et de tout cet héritage que encore la Fédération porte. Merci à vous pour tout ce que vous avez donné. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Je suis sociologue. Travaillant sur les questions relatives au champ de la santé mentale et plus spécifiquement sur les psychothérapies, le groupe des psychothérapeutes. Et j'ai rencontré plusieurs membres de la FF2P lors de recherches en fait, que j'ai pu mener dernièrement, notamment autour de la question de l'éco-anxiété et de la manière dont les psychothérapeutes se saisissent de cette catégorie et de cette question. Plusieurs membres de la FF2P du bureau ont pensé à me solliciter pour cette journée, pour leur congrès, autour de la question du rapport entre mal-être individuel et questions sociales et politiques collectives. Si on va mieux soi-même, si on est mieux soi-même, si on est plus soi-même, est-ce que c'est pas aussi à ce moment-là qu'on peut agir dans une dimension politique large et sociale large? Il y a, il me semble, un autre modèle capacitaire, c'est celui que j'ai un peu évoqué, en disant que maintenant, rendre capable, et qui pour moi est plus celui qui se dégage des politiques publiques, où les attentes, on le sait, sont plutôt celles de rendre capable au sens il faut que les individus fonctionnent. Donc débrouillez-vous, soigner, ça doit être permettre aux gens de retrouver un boulot, être autonome et être en fait moins dépendant de tout, moins dépendant des institutions. Voilà. Donc c'est un peu les deux sens de l'autonomie en fait. Il y a l'autonomie en fait au sens de libéral, ultralibéral, et puis il y a l'autonomie comme aspiration à ce que les gens puissent être, et le droit aussi de s'émanciper et de participer du coup socialement. Mais qu'est-ce que c'est participer socialement? Est-ce que c'est justement se sentir utile, être intégré, avoir le droit à la reconnaissance, voilà, ou est-ce que c'est être productif? Finalement, quand on est sociologue aussi, on essaie de s'engager aussi sur nos terrains. C'est pas simplement un regard qu'on porte du haut pour analyser des gens. C'est pas du tout ça, au contraire. Donc, on pratique aussi beaucoup finalement l'immersion, la participation. Donc, c'est aussi des moments privilégiés pour apprendre sur les acteurs qui nous intéressent et qu'on tente de comprendre. Moi, j'ai une approche vraiment compréhensive du terrain et des acteurs. C'était l'occasion de les écouter, de les entendre, d'approcher leurs questions
questionnement et de les voir aussi se questionner, interagir pendant ces ateliers. Donc c'était tout à fait intéressant pour moi. Et donc les bouleversements actuels nous ont amenés à réfléchir, et puis je pense qu'on le vit tous. Donc l'idée, c'est de partager là-dessus, sur les grands sujets de ces bouleversements dans nos espaces thérapeutiques, en lien avec la société, tout simplement, j'ai envie de dire, actuelle, éco-anxiété, politique et autres choses qu'on entend de plus en plus et qui s'invitent de plus en plus dans nos espaces. Ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est qu'en fait, l'espace thérapeutique, c'est aussi essayer d'aller découvrir, de conquérir un espace de liberté. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parlait de peur ce matin, on va privilégier plutôt la sécurité à la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit dans certains pays, les droits à l'avortement, le droit, etc., c'est pas un souci. Ce qu'on veut privilégier, c'est la sécurité. Et le propre de la peur, c'est justement, c'est de rechercher la sécurité et non pas d'aller conquérir sa part de liberté. Et ça, c'est vraiment le travail en psychothérapie, quoi. C'est découvrir une sécurité intérieure pour développer son espace de liberté. Ce que je vois, c'est que ça vient me solliciter à un endroit où la société vient déjà me solliciter. Donc c'est ça l'histoire de l'impuissance ou de mon rapport à l'injustice sociale, etc. Et donc l'importance, c'est aussi de trouver une forme de distance pour se dire qu'en fait, là, à cet endroit-là, ça vient nous chercher sur notre propre capacité à nous différencier. C'est-à-dire à laisser le patient nous dire à travers ça, parce qu'il nous parle de réalité de ce qu'il vit, quel est son regard. Est-ce qu'on va vous proposer un retour sur les ateliers? Alors bien sûr, ce ne sera pas une synthèse ni un résumé, parce que je pense que ça a dû être assez riche, puisqu'on avait pratiquement 2 heures d'ateliers thématiques. Sur la question de la diversité culturelle, de l'inclusion ou de l'exclusion, de la radicalisation de la pensée, de la violence, etc. La question qui se posait, c'était qu'on pouvait rencontrer des patients, patientes ou clientes qui pouvaient avoir un discours radical ou parler de violence, ne pas perdre notre place de thérapeute face à ça, c'est-à-dire que en même temps ça peut venir nous confronter sur une question déontologique et de limites à placer. Comment le faire sans le faire au détriment de la relation thérapeutique ou de la personne. Donc comment continuer la relation thérapeutique, nommer ses limites et en même temps entendre l'enfant ou la personne blessée parfois dans ce qu'elle agit. C'est un espace de mise en commun de ces pratiques, de comment on les vit et comment on les conçoit et comment on travaille des thématiques précises. L'idée fondamentale que prône la FF2P, c'est que vraiment autour de cet atelier, il y ait une intersubjectivité entre tous les membres. Donc c'est important pour nous que chacun puisse parler de sa pratique, de sa formation et qu'on en sorte une substance assez concrète qui fasse avancer le métier et que tout le monde soit co-constructeur en fait dans ces ateliers sur des thèmes qui ont du lien avec la société et la psychothérapie aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je travaille pour ma part sur ce thème, les liens qu'il peut y avoir entre l'existence de la psychothérapie, ce qui a fait émerger à un certain moment une pratique qui est très très récente dans l'histoire humaine en tant que telle, dans la forme qu'elle a aujourd'hui, de la lier donc à des phénomènes socioculturels, historiques. Le point de départ a été quand même des expériences très fortes que j'ai eues en milieu psychiatrique. Il faut être extrêmement humble, vous voyez, dans l'idée qu'on va pouvoir faire quelque chose pour les gens. Déjà, notre présence, c'est déjà un énorme changement dans des situations graves comme ça. C'est déjà un énorme changement. C'est très intéressant de partir du terrain et de se rendre compte qu'il peut y avoir une réciprocité
dans l'aide que l'on peut s'apporter dans des situations extrêmes où on ne comprend pas tout. Venir à la fédération, ça a un intérêt pour les praticiens parce que c'est un espace qui accueille la diversité. C'est un endroit aujourd'hui plus que jamais nécessaire à mon sens où il y a du partage évidemment, de la confrontation, des formations et dans la diversité comme tu le disais, puisque évidemment on a un certain nombre de méthodes dans les courants psychothérapeutiques, mais notre transversalité c'est la psychothérapie et la psychanalyse. Et ça, plus que jamais, aujourd'hui on sent que c'est nécessaire, comme des journées comme le congrès où les gens sont vraiment heureux de venir se confronter, partager et en sortir quelque chose de vivant aussi. Depuis 5 ans, j'ai de plus en plus souvent en face de moi des personnes dont je ne sais plus, parce que j'en vois tellement que parfois j'ai oublié, si ce sont des personnes qui sont nées garçons ou nées filles, assignées, comme on dit, garçons ou filles à la naissance, ou pas. Et qu'il y a un moment où j'ai compris que, et c'est pas que je l'ai compris, c'est que je l'ai senti, que lâcher ce questionnement était quelque chose qui nous faisait lâcher tellement de barrières à l'intérieur de nous. J'interroge dans mon intervention toutes ces transformations de l'individu aujourd'hui, c'est-à-dire ce passage de l'individu traditionnel, on pourrait dire, à l'individu contemporain, le fait qu'il s'extrait des normes, qu'il s'extrait de ses groupes d'appartenance, qu'il s'extrait de ses allégeances pour s'inventer de plus en plus lui-même, ce qui est un travail ardu, mais que beaucoup présentent de façon extrêmement décliniste ou négative, c'est-à-dire cet individu finalement, il serait perdu, il serait soumis à la dépressivité, au narcissisme, à l'absence de construction, à une indifférence du monde autour de lui. On verrait beaucoup plus des pathologies de style état limite, justement, que la bonne névrose traditionnelle de la psychanalyse freudienne, la bonne névrose viennoise, si je peux dire. Et en fait, pour moi, tout ça pose question. Je pense qu'effectivement, et les jeunes d'aujourd'hui sont différents, qu'ils interrogent leurs propres limites, les limites de leur genre, du masculin, du féminin, les limites de leurs appartenances, mais ce sont aussi des processus créatifs et pas des processus mortifères, et voilà, c'est ce que j'ai souhaité développer. D'ailleurs, les grands théoriciens des états limites à l'heure actuelle, et surtout les anglo-saxons, Christopher Bollas, etc., soulignent bien le fait que ce qui soigne les patients, c'est l'analyse du contre-transfert. Et que c'est par l'analyse du contre-transfert déjà qu'on peut poser un peu ce diagnostic que je n'adore pas d'état limite, mais que c'est surtout l'analyse du contre-transfert qui permet de soigner. Il faut être extrêmement rigoureux par rapport à cette question-là. Ce que je veux dire, parce que j'entends bien sûr, il faut accueillir les gens, il faut être gentil, il faut les soutenir, être dans un accueil inconditionnel, tout ça, oui, c'est la base. Mais la première chose, c'est être très attentif à cette dimension-là à l'intérieur de nous, parce que sinon on n'est que à dire aux gens « Oh, vous êtes quelqu'un de formidable, vous êtes tellement courageux, voilà, continuez. » Pour moi, la psychothérapie, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est vraiment cette transformation qui s'opère à l'intérieur de nous et qui, grâce à cette transformation, nous pouvons aider nos patients à se transformer. En tant que psychopraticien, on a une existence à part entière. C'est ce que aussi nous révèle, nous affirme ce moment que nous avons passé ensemble et qui est, je dirais, assez fondateur de quelque chose qui va continuer et qui va se développer. Nous allons mettre notre existence de plus en plus en avant sur la scène publique. Merci à vous tous.